Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou, je suis à Toulouse avec José, que vous reconnaissez très certainement puisque tu es la compagne de Pierre Lessard, c'est ça? Oui, depuis 15 ans, on forme un couple et depuis 17 ans, on a créé l'organisation Rayon Violet ensemble. Ouais. Donc on enseigne, on fait toutes sortes d'activités qui sont en lien avec la psychologie, la spiritualité et la retrouvaille de notre âme, de ce qu'on est vraiment. Alors là, aujourd'hui, donc c'est une journée organisée par les éditions Ariane, et vous êtes tous les deux donc auteurs aux éditions Ariane, et vous êtes très complémentaires. C'est ça qui est magnifique dans le couple. Hein. Quelle est ta partie? Qu'est-ce que tu apportes à ce travail, à cette écriture, peut-être même? Eh bien, moi, j'apporte plus l'aspect féminin. On représente vraiment les pôles, le féminin et le masculin. Pierre amène tout l'enseignement qui est vaste, qui est universel, l'enseignement plus concret, quotidien. Moi, j'apporte l'élément pratique. Qu'est-ce qu'on fait avec ces enseignements-là? Comment on les utilise dans le quotidien pour transformer notre vie? Parce qu'on a beau se dire ou entendre qu'on est pur amour, qu'on est la joie de vivre, qu'on est des êtres universels, mais au quotidien, c'est pas si facile que ça de le ressentir et surtout de le vivre. Et moi, ce que j'aime, c'est d'accompagner les êtres à trouver comment mettre ça en place, comment interpréter, comment comprendre plutôt ces enseignements vastes-là pour que je puisse les intégrer. Que ce ne soit pas une écriture dans un cahier que j'ai pris dans une conférence, mais que je l'utilise. J'ai une petite question, alors juste par rapport à ça, avant de rentrer dans les débats de la nature, etc., qui est vraiment ton thème et que tu aimes beaucoup en parler, c'est certainement d'ailleurs lié à ce que je vais te demander, mais on ressent que je suis sûre que beaucoup de personnes qui regardent ressentent des fois certaines personnes qui sont pas très enracinées, qui flottent un peu, qui sont dans le spirituel, mais qu'on sent pas ancrées sur Terre, et on a envie de les ramener à la réalité. Des fois, ça peut être certainement dur pour elles quand d'autres personnes essayent. On a l'impression qu'elles sont pas tout à fait présentes. Ça fait partie de cette incarnation quand même, non? D'être vraiment là, d'accepter aussi ce corps physique et qui nous sommes. Tout à fait. Quand on parle du féminin sacré, il faut habiter son être parce que notre être aussi est sacré. C'est pas seulement ce qui est dans l'univers, ce qui est subtil, qu'on peut pas toucher, qu'on peut pas voir, qui est spécial, qui est sacré, c'est notre corps aussi. On a choisi de s'incarner et plus je m'incarne complètement, plus je vais pouvoir développer tous mes pouvoirs subtils. Et le féminin, c'est le mouvement de retourner vers l'universalité, mais en étant bien unis à ce qui nous entoure. Et moi, je comprends bien les gens qui sont un peu éthérés parce que il y a 20 ans, j'étais très éthérée aussi. Et je me souviens, j'étais allée en Inde étudier avec un maître et tout le temps que j'étais là-bas, souvent, il me demandait de venir à côté de lui devant. Il parlait comme toujours un auditoire de 100-150 personnes. Il me demandait de m'asseoir à côté de lui. Et régulièrement, il me posait des questions sur ce dont il venait de parler. C'était difficile pour moi parce que je me sentais tellement... j'étais éthérée, je me sentais unie à la subtilité du moment plutôt que d'être à la fois dans la subtilité et dans mon corps et présent aux gens qui m'entourent. Et quand j'ai rencontré Pierre, qui canalise les énergies du Maître Saint-Germain, ils m'ont guidée dans le même sens. Il me disait, on aimerait que vous soyez assis près de Pierre pendant qu'il fait les canalisations et que vous soyez l'interface ou que vous soyez en lien avec les gens de la salle pour créer une atmosphère, que vous nous posiez des questions quand c'est pas trop clair, que vous preniez des notes de ce qui se passe. Et moi, je trouvais ça tellement difficile parce que j'aimais mieux être un peu dans les vapes que d'être à écrire et d'être attentive comme ça. Et j'ai tellement appris parce qu'aujourd'hui, je peux être dans une multiple présence grâce à ça. Quand j'étais éthérée, pas tout à fait incarnée, je pouvais juste être dans l'éther. Alors que quand on choisit de s'incarner complètement, à partir d'ici de notre corps, on peut être uni à tout ce qui est autour de nous concrètement, mais aussi à plusieurs formes de monde subtil. Et ce passage-là, tu as peut-être une affirmation ou une technique ou quelque chose qui t'aide à te réancrer quand tu sens que tu t'élèves comme ça pour être bien là, présente? Comment tu fais? En fait, ça a commencé justement quand j'étais près du Maître Saint-Germain, qui a une énergie tellement vaste,
plutôt que de m'en aller dans la vastitude en oubliant mon corps, c'est que je prenais vraiment le temps d'avoir un pilier de lumière qui m'unissait avec la Terre et le pilier de lumière qui m'unissait avec l'univers en disant « Je suis au centre du ciel et de la Terre et je suis importante parce que j'ai choisi d'être ici pour exprimer toutes mes qualités, mes dons, mes beautés. Donc, si je veux le faire, il faut que je sois ici maintenant. » Alors, ça a été surtout de défaire les croyances que c'était plus agréable la vie quand on n'est pas tout à fait là, de défaire les croyances que pour être un être spirituel, il ne faut pas être attaché à la matière. Effectivement, il ne faut pas être attaché à la matière, mais il faut être uni avec elle. Quand on veut être spirituel, on est uni à tout ce qui existe. Donc, il ne faut pas en oublier une partie. Donc, ça a été surtout au niveau des croyances que j'ai dû transformer les choses en moi. Merci d'expliquer ça aussi clairement. Oui. Et l'élément de la nature, je suppose, les éléments ont beaucoup joué en ça, hein. La terre, justement, maintenant tu parles beaucoup de cela. Oui, j'adore tout ce qui est naturel au niveau, soit être près d'un lac, être dans la nature, dans une forêt, sur une montagne, être au soleil, voir les multiples couleurs de la nature par ses fleurs, par les différents ciels qu'on peut observer. Surtout au Québec, hein, vous êtes gâtés. Oui, c'est vrai, on est gâtés. Au début, je disais que j'avais étudié en Inde au début et j'avais beaucoup aimé vivre dans une communauté spirituelle. En fait, je vivais là, j'étais allée pour un séjour de quelque temps et j'ai tellement aimé être en contact avec des gens qui vivaient pas la vie du quotidien un peu comme des automates, en oubliant qu'ils sont aussi des êtres universels. Et ce que j'aimais dans ce lieu-là, parce que c'était un tout petit village où on vivait dans les maisons avec les Indiens, ça se passait en Inde, et je me disais, mais ça, c'est mon rêve de vivre comme ça. Mais je m'imaginais pas vivre en dehors de la société parce que je me disais, si je veux vraiment toucher un état de grandeur, et là, j'avais commencé à apprendre qu'il fallait pas être éthéré, je me disais, mais je voudrais être dans une vie où il y a une ville, où il y a des actions, où j'ai une famille, j'ai un conjoint, des enfants. Et j'ai toujours eu ce rêve-là, de pouvoir vivre comme ça. Et il y a 7 ans, on a créé, Pierre et moi, avec d'autres amis, on était 9, on a acheté une terre et on a créé un lieu qu'on appelle Prismayam, qui est un lieu où on est maintenant 20 personnes qui vivent là, dans un petit domaine, un petit hameau. Et on est dans la forêt. On a 2 petites collines. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on médite ensemble tous les matins et tous les soirs. Donc, on se retrouve. Durant le jour, on a chacun notre vie, on a chacun nos travail. Il y en a qui sont physiothérapeutes, médecins, psychothérapeutes, qui travaillent dans des hôpitaux, à la direction d'hôpitaux et tout ça. Mais on a des moments où on se retrouve, puis on voit comment la vie de tous les jours, notre quotidien, c'est un jeu pour expérimenter qu'est-ce qu'on est. Et d'être dans la forêt comme ça, moi, ça me réjouissait beaucoup parce que depuis que je suis enfant, j'ai des contacts avec les êtres de la nature. Donc, je les appelle les dévas de la nature. Déva, ça veut dire divin. Donc, c'est des êtres qu'on peut appeler les gnomes, les fées, les elfes. Ils ont plusieurs noms et il y a une multitude de dévas de la nature. Et à Prismayam, le lieu où on vit, j'ai l'occasion d'en rencontrer beaucoup parce que c'est un lieu qui est très sauvage, qui est pas beaucoup habité. Et j'ai beaucoup appris au contact de ces êtres-là. Quand j'étais enfant, je les voyais, mais j'y croyais, mais j'en parlais pas trop parce que si j'avais dit ça à l'école, on m'aurait dit que j'étais bébé, que ça n'existait pas, les fées et les petits lutins. Mais quand j'étais adolescente, un jour, on faisait un jeu de nuit, un groupe ensemble, et on était dans la forêt, et on a décidé de jouer à cache-cache dans la noirceur, dans la forêt. Et j'étais à un endroit où j'ai vu un petit bonhomme vert qui ressemblait à un petit lutin, qui était habillé en vert, qui était tout petit, assis sur une branche. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, mais là, j'ai une hallucination. Et j'ai regardé à nouveau et je maintenais mon regard sur cette tête-là et il demeurait là. C'était tellement intense, la communion qu'il y avait entre nous, que j'ai eu peur. Je me suis en allée. Je suis partie de là et je suis allée rejoindre les autres pour pas être seule.
Mais je me questionnais à dire, mais est-ce que j'ai vraiment rêvé ou c'était vrai? Et je suis retournée pour voir s'il était là. Et il était toujours là à me regarder. Je suis repartie à nouveau. Je voulais pas prendre contact. Et plus tard, je suis retournée. Il était toujours là. Et là, c'est comme j'ai vraiment accepté qu'il y avait d'autres êtres qui vivaient là, que c'était pas seulement des contes pour enfants, mais que ça existait vraiment. Et par la suite, là, j'ai commencé à en rencontrer plus régulièrement. Et depuis que je suis à Prismayam, je leur porte plus d'attention chaque jour parce que ils sont toujours présents, sont tout autour de nous, plus souvent quand on est dans la nature que dans la ville, mais aussitôt que des plantes, que des fleurs, on peut les rencontrer. Et j'ai beaucoup de plaisir à prendre contact avec eux parce que ce qu'ils nous enseignent, c'est comment on peut être en harmonie avec la nature, comment l'humain peut cohabiter avec la nature et avec tous les êtres subtils qui sont là toujours, parce qu'il y en a une multitude, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a des dévas pour l'élément eau, pour l'élément air, pour l'élément terre. Et dans l'élément terre, bien, on pourrait les séparer pour tout ce qui a rapport aux cristaux, aux rochers, pour tout ce qui a rapport à la terre et aux arbres, pour les animaux. Il y a d'autres dévas. C'est des consciences collectives, en fait. Et si on va dans les arbres, bien, il y a un déva des arbres, mais il y a aussi un déva pour les êtres, un déva pour les chênes, pour chaque espèce. Donc, on est entouré de ces dévas-là partout, tout le temps. Il suffit de leur porter attention, d'être disponible à les rencontrer. Un peu comme dans le film Avatar. Est-ce qu'il y a des choses dans ce film-là qu'on retrouve ou pas? À quoi ils correspondent? À quoi ils... quel est leur aspect? Pour ceux qui n'en ont jamais vu. La plupart des personnes n'en ont jamais vu. Alors à quoi ils ressemblent? Ils ressemblent vraiment à ces images qu'on a vues dans ces contes pendant l'enfance? Oui, il y en a qui ressemblent à ces images-là, mais en fait, les dévas sont des êtres qui vivent dans un autre plan de conscience que le nôtre. Ils ont une vibration plus élevée, plus rapide. Et s'ils le veulent, ils choisissent de se montrer à nous par une image, par exemple. Mais ils vont se montrer dans une image qui te correspond à toi ou qui me correspond à moi, ou qui va me toucher et qui va me permettre de comprendre plus facilement leur message. Alors, le même déva pourrait se présenter différemment à toi et à moi, dans une image différente, une forme différente. Et d'une journée à l'autre, elle peut se transformer, cette image-là aussi. Donc, ils n'ont pas une image fixe, une forme qu'ils gardent toujours nécessairement. Dans quelle dimension? Bien, ils vivent dans la 3e dimension, mais ils sont unis à la 4e et à la 5e aussi parce que c'est des êtres pleins de connaissances et c'est des êtres d'amour, d'unité. Tout ce qui nous amène à vivre, c'est toujours l'unité, être unis. Donc, c'est pour ça que je te dis, même s'ils sont dans la 3e, mais dans un autre plan de la 3e dimension, si on parle de ceux qui sont en lien vraiment avec la nature. Il y en a qui sont plus dans d'autres plans, comme par exemple les dévas qui sont en lien avec les dauphins ou avec les baleines. Ils vivent pas près de la 3e dimension, ils vivent beaucoup plus dans le cosmos et ils font le lien entre d'autres mondes et ici, parce que les dauphins et les baleines, c'est des harmonisateurs des lieux où ils vivent. Donc le dauphin, lui, se présente en forme physique et réelle, ou ça peut être aussi une... il y a différentes sortes de dauphins, parce qu'on entend dire que le dauphin est multidimensionnel, et là on parle de dévas, qui sont quelque part pas des apparitions, mais qui sont des êtres qui apparaissent comme ça et qui ne sont pas forcément de matière, mais là on parlait des dauphins, et pourtant ils sont... Donc il y a des dévas matière et des dévas... Non, il y a des dévas qui sont en lien avec les dauphins et avec les baleines. Donc, les dauphins, les baleines qui sont les représentants de leurs dévas. Et ces dévas-là, qui sont en lien avec les baleines ou les dauphins, eux, ils viennent d'un autre plan. Ils sont plus reliés à des êtres qui vivent dans d'autres plans de conscience, de d'autres mondes que de la 3e dimension. Et ils sont le lien entre les autres dimensions et nous. Et le dauphin et la baleine émanent les énergies qui nous permettent de contacter ça et de nous harmoniser nous-mêmes. Est-ce que l'être humain aussi en a dans ce sens-là? Est-ce qu'on en a tous? Ou est-ce qu'il faut vraiment être en nature et ils sont un peu autonomes et indépendants, et voire même ils ont leur caractère? Bien, les dévas, ils sont des représentants d'une conscience. Donc,
Ils sont la conscience des arbres, sont la conscience des animaux, sont la conscience des rochers. Alors que les humains, ben, on a une individualité séparée. Donc, c'est notre esprit. On pourrait dire que on a chacun un esprit et il y a le Saint-Esprit ou le Grand Esprit qui rassemble tous nos esprits individuels. Ben, c'est la même chose pour les arbres. Ils n'ont pas une identité individuelle, mais ils ont un Deva qui représente leur... Donc, le Deva est la même chose que le grand esprit qui relie tous nos esprits. Mais nous, on n'a pas un Deva qui nous représente parce qu'on a toute une individualité séparée. Les animaux, par exemple, n'ont pas une conscience individuelle, ils ont une conscience de race, de groupe. Et ta perspective sur justement l'humain et ce changement de paradigme et d'être tous connectés, d'être dans cette unité, on est en train de le vivre en ce moment, il y a ce basculement. On a d'énergie féminine aussi. Oui, on en est au tout début de ces changements-là. Il y a eu la bascule qui a été faite et maintenant, ben, il nous reste à accepter de laisser derrière nos croyances, nos peurs, les vieux fonctionnements pour entrer dans ce qui va être différent maintenant. Et c'est un monde où il y a beaucoup plus d'unité, beaucoup plus d'amour, beaucoup plus de fraternité. Et c'est tout ça qui nous enseignent les Devas. Et je pense que pour construire un nouveau monde, il faut vraiment être unis à ces êtres-là. Cesser de penser qu'on est les seuls à occuper la nature, mais que la nature fonctionne parce qu'il y a plein d'énergies subtiles et plein de Devas qui œuvrent pour que ce soit possible, pour que les plantes poussent, pour que tout soit... qu'on ait des fruits, des légumes. Donc, s'unir à eux, c'est s'unir à l'énergie qui rend en santé nos forêts, nos fruits, nos légumes, par exemple. Et je pense que plus on va être unis à eux, plus on va vivre en fraternité avec la nature, sa forêt. Par exemple, quand on a construit notre centre de méditation à Prismayam, on a choisi l'emplacement sur la terre et avant de couper un arbre, on a rencontré les Devas de la nature. D'abord, il y a le Deva qui s'appelle Sholam, qui est un Deva qui prend soin de la terre où on habite. Et lui, il est toujours près de nous pour nous guider, pour nous faire penser à des choses qu'on oublie pour rendre hommage à la nature ou pour nous indiquer comment on peut s'intégrer et utiliser la nature à certains endroits. Et quand on a voulu construire, il nous a guidés à choisir l'emplacement. Et aussi, comment je pourrais vous dire, l'emplacement, mais la direction pour positionner la maison. Il y a un lac juste en bas du centre de méditation. On avait envie de le mettre face au lac, puis les constructeurs nous disaient non, mettez-le face au sud, qui aurait été comme ça. Et les Devas, eux, nous indiquaient un entre-deux. Et on a pris contact avec eux et c'est eux qui nous disaient dans quelle direction positionner la maison. Quand on a voulu la construire aussi, j'ai contacté des Devas de l'eau pour qu'ils nous indiquent les ruisseaux d'eau souterrains passaient à quel endroit étaient les sources. Et on a positionné la maison pour pas que ça nuise autant aux cours d'eau souterrains qu'à l'habitation et aux humains qui allaient vivre dedans. Donc en totale harmonie avec la terre, avec les lieux, avec l'énergie du lieu, avec les Devas. Oui, tout à fait. Tout à fait, c'est important parce que on va vers plus de santé et plus on est en santé, plus on peut être dans l'amour, dans la joie, dans l'émerveillement. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, les Devas, parce qu'ils nous amènent dans un émerveillement de façon continue. Et moi, c'est ce que j'aime dans la vie. Apprécier chaque moment, apprécier chaque chose, que ce soit un lever de soleil, que ce soit une personne qui a plein de qualités qui m'inspirent, de les trouver, les qualités qui m'inspirent chez chaque être que je rencontre. Peu importe l'état de la personne, qu'il soit agréable ou pas, il y a des beautés d'elle qui vont m'inspirer. Et c'est vers ça qui nous amène, les êtres subtils, à s'émerveiller de tout. Est-ce que c'est possible, au niveau du processus pour le faire, de la façon dont on fait ça, est-ce que d'abord se rapprocher de la nature est une première étape? Oui. La plupart des gens vivent dans une ville. Je suppose que des marches en nature, ou qu'est-ce que tu conseilles pour petit à petit se rapprocher de ces Devas, de les voir, d'être en communion avec elles ou en communication? Oui,
Bien, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Premièrement, comme tu disais, oui, d'être ouvert à la nature, mais si on habite en ville, on peut les rencontrer aussi. On a juste à aller dans un parc ou près d'un arbre, près de l'eau, près d'un ruisseau, près d'un étang, et on peut rencontrer les êtres de la nature. Qu'est-ce qu'il faut faire dans un premier temps? C'est se rendre disponible. Ça veut dire calmer nos idées, calmer nos pensées, parce qu'on est habité par beaucoup de pensées sans arrêt. Donc, il faut faire le calme dans ça, parce qu'on peut imaginer que si on est toujours en train de penser, c'est qu'on n'est jamais vraiment seulement dans le moment présent. Et c'est ça qu'il faut commencer par faire. Donc, prendre des bonnes respirations, se déposer dans un endroit et commencer par s'émerveiller de l'endroit où on est. Si je suis assis dans l'herbe, je prends le temps de regarder l'herbe, de la sentir avec mes mains, de respirer son odeur. J'utilise tous mes sens pour prendre contact avec le lieu où je me trouve. Puis, un premier exercice qui pourrait être intéressant, c'est de s'unir au vent. Le vent, il est plus concret, hein, parce que le vent, est vivant. Il y a un déva qui est relié au vent, mais le vent, on le ressent sur notre corps, on le ressent nous traverser. C'est déjà plus subtil qu'un arbre, par exemple, mais assez concret pour qu'on ressente quelque chose. On l'entend, on peut le respirer, on le ressent sur notre peau. On voit les mouvements qu'il crée sur les feuilles, sur les êtres. Juste de s'asseoir et de s'unir au vent, d'être attentif à ce que je ressens, à ce que je capte avec mes différents sens, et je vais finir par recevoir un message. Si je prends le temps d'être au moins 10-15 minutes sans penser à rien d'autre que d'être uni au vent, je vais finir par avoir des messages intérieurs, des sensations, des idées nouvelles. Il y aura une communication qui va se créer. Et une fois que j'ai fait cette expérience à différentes reprises, là, je pourrais m'ouvrir à contacter des dévas de la nature plus directement. Par exemple, je peux choisir un endroit que j'aime bien. Je peux m'asseoir près d'un arbre, par exemple, et je vais à cet endroit-là tous les jours, à peu près à la même heure. Je m'assois et là, j'entre dans l'état de disponibilité que j'ai découvert avec l'exercice du vent auparavant. Là. Cet état de disponibilité-là que j'ai développé, je me situe dedans. Et là, je reste à l'écoute simplement. Peut-être qu'il ne se passera rien la première fois. Peut-être qu'il ne se passera rien la deuxième fois. Ou peut-être que ça arrivera du premier coup. Il y a un contact qui va se faire. Il faut que les dévas choisissent de vouloir communiquer avec moi. Donc, j'ai à être là, à être présente et à offrir ma présence. Souvent, on est porté, les êtres humains, à demander, à prendre des fruits dans l'arbre, à se tenir après des arbres pour grimper. On utilise les choses sans être présent à la vie qui existe dans ces choses, sans communiquer avec eux. Alors, c'est pas du jour au lendemain que tout à coup, ils vont être disponibles à moi, les dévas. Il faut que je commence à être conscient qu'il y a la vie autour de moi, dans le subtil. Et plus je fais ces rendez-vous-là, plus je vais avoir la capacité de capter leur présence. Ils vont me permettre de les ressentir. J'ai donné beaucoup d'exemples où je les voyais. Moi, je les vois, mais on les entend aussi. Ils nous donnent des messages intérieurement. On les ressent dans notre corps, physiquement, où ils peuvent créer des états à l'intérieur de nous. Un endroit qui est vraiment beaucoup peuplé par les êtres de la nature, c'est les fougères. Donc, pour nos débuts, c'est peut-être plus facile de s'asseoir près des fougères pour contacter leur présence. Écoute, Josée, merci beaucoup pour ce petit mot de la fin, petit message ou quelque chose que tu voulais dire, parce que cette interview peut continuer des heures. C'est vrai qu'il y a plein de personnes là, en ce moment, les gens rentrent dans les salles de conférences pour voir les conférenciers. Petit mot de la fin? Mais merci beaucoup de me permettre de parler de ça, parce que plus on sera unis aux êtres de la nature, plus on sera heureux et dans l'amour entre nous, parce qu'ils sont un bon exemple de comment fonctionner entre humains quand on ressent comment eux fonctionnent entre eux. Et là, je suis à l'écriture d'un livre qui va sortir aux éditions Ariane l'année prochaine aussi, donc je pourrais vous donner un peu plus de trucs pour pouvoir les contacter et vous donner les messages qu'ils nous donnent aussi. Ça va sortir quel nom? Le titre du livre, on le connaît déjà? C'est La communication avec le subtil, les dévas de la nature.
Merveilleux. Merci beaucoup. Merci. Très bonne journée. Gros bisous à vous tous. On vous embrasse. Au revoir.